Et salut tout le monde, bienvenue dans cette deuxième édition de la boîte à questions numéro 2, où l'on va justement discuter de nombreux sujets que vous avez apportés à travers les différents réseaux sociaux de la Maison du Grenat, vos questions sur l'actualité du FC Metz. On a eu beaucoup de questions sur divers sujets qui concernent l'effectif actuel du FC Metz, mais aussi on peut parler de ce qui se passe autre part avec notamment certains joueurs qui sont en prêt. Il y a beaucoup de sujets très très vastes. Donc encore une fois, bien sûr, ce concept de la boîte à questions, nous allons le mettre en place chaque semaine. Et donc, on peut déjà commencer à un peu vous questionner pour la boîte à questions numéro 3 qui sortira la semaine prochaine. Et donc forcément, si vous avez des questions pour la boîte à questions numéro 3, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, bien sûr, pour que l'on puisse un peu les étudier. Et on va les étudier avec Monsieur Grenat Forever. Comment vas-tu, Grenat Forever ? Écoute, bonjour monsieur, tout va bien, hein. Tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux. On a, Grenat Forever, une liste d'environ 10 questions, hein, dont on va un peu étudier. Alors, on va pas forcément tout le temps faire des réponses, tu sais, de 20 minutes, hein, sinon cette boîte à questions va prendre à peu près 3 heures. Hein, mais on va essayer de dire l'essentiel pour répondre à vos questions. Et encore une fois, un grand merci à toutes ceux et toutes celles qui ont posé leurs questions sur les différents réseaux sociaux. Dernière petite chose, bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça n'est pas déjà fait, pour que l'on puisse un peu nous soutenir dans ce projet. Et normalement, toutes les questions, vous allez les retrouver dans la description. Si vous voulez voir la liste des questions, vous allez dans la description et il y a tout ce qui va vous intéresser au niveau des sujets que l'on va aborder dans cette boîte à questions. Grenat Forever, est-ce que tu es prêt ? Toujours. Toujours. Nous allons commencer par une première question de Guillaume, une question venant de Facebook, qui nous demande où est-ce qu'on en serait sans les blessés. Là, Grenat Forever, Madame Irma, boule de cristal, comme on dit, parce que comment on peut... Il y a plusieurs façons de voir les choses, mais toi, par exemple, Grenat Forever, si tu devais un peu... avec ta boule de cristal devant toi, dire ouais écoute, on a ces blessés là, si on avait pas eu ces blessés là, comment est-ce qu'on serait positionné, comment la saison se serait passée, c'est quoi un peu ta position vis-à-vis de cette question? Je vais être assez nuancé. La solution simple à répondre, c'est que si tu as tout le monde de disponible au même moment, tu as envie de dire que Metz serait encore plus haut au classement, mais qu'est-ce qui peut être plus haut que 6e ou 5e, étant donné que tu as trois machines de guerre qui tournent à plein régime devant toi? Mais je nuancerai mon propos parce que les blessés font que tu as certains jeunes qui se sont révélés. Ces jeunes-là, que s'il n'y aurait pas eu ces blessés, on les aurait peut-être jamais vus, donc on ne sait pas trop ce qui se serait passé. C'est un petit peu... Est-ce que avec le fait d'avoir une équipe type, tu ne serais pas un peu peut-être reposé sur tes lauriers et le groupe n'aurait peut-être pas autant progressé que là? Le fait de pouvoir mettre des jeunes qui n'étaient pas censés être là cette saison, comme l'a très bien dit Antonetti, ça a permis d'accélérer leur développement et au final c'est tout le club qui en est gagnant à tous les niveaux. Et je suis pas sûr au final que si tu avais tout au 11 type, tu n'aurais pas eu cette progression au niveau des jeunes. Et est-ce que tous tes titulaires auraient, eux, foncièrement progressé? C'est la question. C'est effectivement la question. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis sur le fait que certains jeunes ont pu se révéler. Il y a aussi un autre changement majeur avec ces blessés, c'est le changement tactique. Parce que on part quand même d'une situation où en avant-saison, je m'en souviens très très bien parce que moi-même je m'étais un peu, j'avais mis un peu les pieds dans le plat en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc de bosser un système à 5 défenseurs alors qu'en fait on n'a jamais bossé ça en préparation et c'est vrai que faut pas oublier que le passage du système 4-3-3 au système qu'on connaît aujourd'hui, 3-4-3 hybride ou 3-5-2, enfin asymétrique comme j'ai vu quelques fois, il a été contraint à cause des blessés. À cause des blessés. Et c'est vrai que ce système aujourd'hui, on a eu le retour de certains joueurs, mais pas tous, et il y a certains joueurs majeurs qui ne sont toujours pas disponibles. Mais le fait est que sous ce système-là, avec aussi le fait que ce nouveau système a permis de mettre en place d'autres joueurs que l'on n'envisageait peut-être pas de voir titulaires si tôt, par exemple Kouyaté,
hein, qui n'aurait jamais pu avoir le temps de jeu qu'il a eu si le système n'était pas passé à 5 défenseurs, contraints par les blessures emmagasinées, notamment, tu sais, depuis le mois d'octobre, avec notamment la blessure d'Ibrahima Niane. Donc c'est vrai que t'as raison, c'est vrai qu'on se dit, putain, si on avait tous ces joueurs-là, ça serait extraordinaire, peut-être qu'on serait plus haut, même si le plafond semble être un peu déjà atteint, mais en même temps, toute cette efficacité au niveau tactique que l'on a depuis notamment les matchs qu'on a connus face à Strasbourg, tu vois, Montpellier, Lens et compagnie, peut-être qu'on l'aurait pas eu. Donc je suis d'accord avec toi que il faut nuancer le propos, hein, mais il y a eu des avantages quand même à avoir eu ces blessés, si on voit un peu le bon côté des choses. À ce moment-là de la saison, ça nous a quand même permis de nous adapter et finalement de plutôt bien nous en sortir. Question suivante de Les Hommes sur YouTube qui nous demande: est-ce que vous pouvez nous donner un classement des 5 meilleurs joueurs de Metz cette saison? Alors, Les Hommes, je vais te donner pour moi les 5 meilleurs joueurs de Metz pour moi, pour l'instant, à ce stade de la saison. Je vais pas mettre un classement forcément de 1, 2, 3, 4, 5, mais en tout cas, je vais te donner 5 noms et je pense que c'est peut-être le mieux à faire Grenade Forever pour éviter de se trop, tu vois, creuser la tête. Je te dirais que pour moi, les 5 meilleurs joueurs de Metz cette saison, si je devais même dire un numéro 1, mais je vais pas le faire, mais pour moi, évidemment, Oukidja est un nom inconditionnel. Oukidja parce que, à part de très rares matchs où il a pu faire une erreur, comme dernièrement lors de la rencontre contre Brest, à Brest, Oukidja est quand même une valeur sûre supplémentaire cette saison et dans la continuité de ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé en Ligue 1 avec le FC Metz, parce qu'il était arrivé en Ligue 2, mais c'est vrai qu'en Ligue 1 on a senti quand même qu'il était monté d'un cran par rapport à la Ligue 2, et donc effectivement Oukidja est un premier nom qui vient à l'esprit. J'inclurai les 3 de la défense centrale, Boy, Kouyaté et Braun, hein, bien sûr, parce qu'ils sont assez, évidemment assez incroyables et, à ce niveau-là. Donc, Boulaya, certainement pour le 5e choix. Et toi, Grenade Forever, quel est ton classement? Je ne mettrai pas d'ordre non plus. Évidemment, Alexandre Oukidja et Farid Boulaya, 2 noms qui ressortent obligatoirement. Habib Maïga, pour toutes les raisons que j'ai déjà citées dans d'autres vidéos. Et je mettrai Kiki Kouyaté. Ouais. Quand même, le patron, même si l'échantillon est peut-être un peu mince par rapport aux autres, mais ce qu'il fait depuis 2 mois, c'est incroyable. Et après, pour le 5e, entre Braun et Boy ou 111, je vais récompenser 111. J'ai déjà récompensé un défenseur central. Je vais dire Fabien 111. Tu dis Fabien 111. Quand je dis Kouyaté, j'aurais pu mettre n'importe quel du trio de derrière, mais bien sûr. Comme ça me permet de ratisser large et de récompenser un petit peu aussi ceux que j'ai trouvés qui ont fait une saison, première partie de saison, plus que correcte. Tu as bien raison. Donc voilà, les hommes, tu as un peu nos 5 un peu préférences en termes de meilleurs joueurs cette saison, de moi et de Grenade Forever. Question numéro 3 venant de Grenatural17 de Twitter, qui nous dit: dans le 3-5-2 asymétrique, donc vous avez compris, 3-5-2 asymétrique, 3-4-3 hybride, hein, c'est comme ça qu'on aime l'appeler, mais vous avez compris l'idée, dans le système actuellement. Donc dans le 3-5-2 asymétrique, quel est le meilleur candidat en pointe et en faux ailier? Alors, ce que tu ne dis pas, Grenatural, c'est est-ce qu'on doit établir ce meilleur candidat si tout le monde était à notre disposition, ou avec ce que l'on a actuellement sous la main? Parce qu'évidemment que si on a tout à disposition, évidemment que le meilleur candidat en pointe serait Niane et le candidat en faux ailier serait N'Guett. Évidemment. Maintenant, si on prend la situation à l'heure actuelle avec les disponibilités, c'est pas facile parce que, mine de rien, de tous les attaquants qui ont eu à jouer en pointe cette saison, il y en a en partant d'attaquants titulaires, parce que je sais qu'il y aurait notamment un attaquant que l'on pourrait citer en pointe qui est rentré en pointe mais qui n'a pas débuté en titulaire en pointe, comme Yad. Mais vraiment ceux qui ont débuté en pointe, à savoir, donc après Niane, à savoir N'Guett,
Leia Iseka, Thierry Ambrose et Wagner Diaz. Je pense pas que j'en oublie d'autres en pointe de l'attaque. On est donc sur 4 personnes qui se sont testées à ces postes-là. Moi, je t'avoue que N'Gate est celui qui m'a le plus convaincu en pointe parce qu'il est pour moi celui qui est le plus adapté au style de jeu que pratique Metz, à savoir un jeu qui est beaucoup direct. Beaucoup plus que. Après, derrière, s'il y a une discussion, c'est vrai que Leia Iseka commence à être dans une pente assez intéressante, mais pour moi, il n'a pas encore entièrement donné satisfaction dans le contenu, dans la réalisation, dans le réalisme. On est pour l'instant plutôt bien, mais dans le contenu, pour reprendre les propos d'Antonetti, on n'est pas encore dans cela. Et évidemment, derrière, il y a Wagner et Ambrose. Et moi, je dirais aussi pour la question du faux ailier, et après, je laisserai la parole qu'on a Forever pour la pointe et pour le faux ailier, mais moi, pour le faux ailier, je t'avoue que celui qui, évidemment, m'a plus prouvé, bah, c'est vrai que les rentrées en jeu de Yad sont assez impressionnantes. Il y a tellement de matchs où il rentre en jeu et où il renverse le match. Il y a évidemment dernièrement le match contre Brest où il joue un rôle très important. Souvenez-vous du match contre Montpellier. À Montpellier, justement, Montpellier qui va être normalement le match que l'on va juste effectuer et qui va être réalisé juste avant la sortie de cette boîte à questions numéro 2. Le match aller de Montpellier. Et comment dire, un match où Yad rentre en jeu et dynamite la défense de Montpellier. Et il y a plusieurs matchs comme ça où Yad, quand il rentre en jeu, fait très forte impression. Donc je te dirais qu'en théorie, ça serait N'Gate en pointe et Yad sur le rôle de faux ailier. Toi, Grona Forever, quel est ton choix entre un candidat en pointe et un candidat... Enfin, quels seraient tes deux choix, quoi, le candidat en pointe et le candidat en faux ailier? Ouais, je vais répondre à l'instant T. Ouais. Donc je vais inclure Opa N'Gate, mais j'exclus Ibrahim Agnan qui ne jouera pas de la saison. Donc je mettrai Opa N'Gate sur son côté. Ouais. Trop de il apporte en neuf, mais son jeu est fait pour être sur le côté. On connaît ses qualités de percussion, de dribbleur, que par rapport à un Lamine Gay, il n'y a pas photo. Et je mettrai quand même Aaron Leia Iseka devant. Si je dois répondre à l'instant T, au 2 février 2021, j'aimerais voir ce duo Iseka Opa N'Gate. Ok. Du coup, avec voilà, vous avez fait le calcul avec Gay, Yad et puis Wagner sur le banc, mais c'est un duo que je pense qu'il peut être assez complémentaire. Et j'aimerais le voir. J'espère qu'on aura l'occasion de le voir au retour de Opa N'Gate, s'il doit revenir fin février. Donc, C'est ça clair. serait dans 3 journées. Ouais. Donc ouais, moi je pencherai sur ça. Bah écoute, ouais, après, voilà, ça peut avoir une influence sur l'évolution des faux ailiers. Hein, on parle de Yad, mais il y a aussi évidemment Lamine Gay qui avait montré des choses intéressantes vers le milieu, la fin de la phase aller. Mais ouais, c'est aussi une possibilité. Hein, encore une fois, chacun peut avoir son opinion. Mais pour reprendre les propos d'Antonetti sur la question, sur cette question-là, Grenatural 17, aujourd'hui, aucune hiérarchie, aucun leader parmi les joueurs disponibles et pas les absents long terme, aucun leader ne s'est vraiment imposé. Et donc aujourd'hui, tout est ouvert. Voilà. C'est un peu pour clore la question que tu as posée, Grenatural 17. Question numéro 4 de Kletch Bismo. Question qui nous vient de YouTube. Pourquoi John Boy est-il capitaine? Alors, c'est vrai que je pense qu'Antonetti a déjà répondu certainement à la question, mais il faudrait revoir ce qu'il a dit. Moi, je t'avoue, Kletch Bismo, que la réponse pour moi, elle est simple. Déjà, l'expérience du haut niveau. On parle là d'un des joueurs les plus âgés de l'effectif messin. Il y a évidemment d'autres joueurs plus âgés comme Ukidja ou aussi un peu qui commencent à être âgés, mais ça va encore comme Pajot et qui ont aussi beaucoup d'expérience au haut niveau. C'est vrai que John Boy a une grosse expérience de joueur de haut niveau et de Ligue 1 surtout. Leader défensif depuis de nombreuses années. Il faut pas oublier aussi la très très bonne relation qu'il entretient avec Frédéric Antonetti depuis qu'il était à Rennes. Je rappelle quand même qu'il a été entraîné par Antonetti à Rennes, qu'il était l'un des piliers défensifs d'Antonetti quand ce dernier entraînait à Rennes. Et donc c'est logique de voir dans ce rôle de capitaine donné à John Boy une vraie confiance
accordé par Antonetti à cet homme qui est, voilà, pour lui un vrai leader sur le terrain, respecté, et en plus qui a l'expérience pour se faire respecter par les plus jeunes, notamment défenseurs centraux qui sont à ses côtés comme Braun, et encore plus jeunes comme Kouyaté. Est-ce que tu es un peu d'accord avec cette analyse, Grenat Forever? Totalement d'accord. C'est pas pour rien que déjà l'année dernière, il faisait partie des 2 vice-capitaines avec Habib Diallo et derrière Renaud Coad. Il fait partie des meubles depuis maintenant sa 3e saison. Hein. Avec l'arrivée d'Antonetti. Avec l'arrivée d'Antonetti. Avec le départ de Coad, c'est le joueur avec le plus d'expérience en termes de matchs de Ligue 1 sous nos couleurs. Il a connu Antonetti quand il était à Rennes. C'est un patron du vestiaire et sur le terrain. Je pense qu'il n'y avait pas trop de débat pour dire qui d'autre pouvait prétendre au brassard de capitaine, qui aurait eu autant de légitimité en début de saison. Ouais, surtout avec l'idée que Diallo allait partir et que voilà quoi. Surtout qu'on a quand même fait les pieds et les mains pour qu'il puisse au moins prolonger encore une saison parce qu'il était en fin de contrat. Donc c'est pas pour rien, c'est qu'on avait clairement confiance en lui. Puis c'est le patron, donc totalement d'accord à ce qu'il soit le capitaine, en aucun cas choqué ou surpris. Hein. D'ailleurs, cette question du capitana va peut-être se poser à la fin de la saison. On ne sait jamais si John Boy prolonge d'une année supplémentaire son expérience au FCMS, lui qui, je vous rappelle, est en fin de contrat à la fin de la saison 2020-2021. Donc, à voir si ça va bouger à ce niveau-là. Autre question, Grenade Forever, qui nous vient d'Anthony, Anthony de Facebook, qui nous demande une question sur Mikotadze. Mikotadze, vrai bon renfort pour cet été ou pas? Alors, monsieur Mikotadze, qui effectivement est en train de on va dire, de s'amuser du côté de la Belgique, puisque monsieur Mikotadze, comme vous le savez, fait partie notamment des nombreux joueurs messins qui ont été prêtés au club de Seraing. Seraing qui, je vous rappelle, évolue en 2e division belge. Et c'est vrai que Mikotadze fait une saison qui est tout simplement assez extraordinaire pour lui. Je rappelle que lui, il n'a pas joué plus haut en fait que le niveau N3, donc l'équivalent de la 5e division. Et donc lui, forcément, prêté là-bas, on se dit, bon, on verra bien ce que ça va donner éventuellement, ce prêt à Seraing. Et pour l'instant, j'ai noté, il faudra bien sûr que vous me dites si je me trompe dans les commentaires, mais il y en est à 16 buts marqués en 14 matchs de championnat. Donc pour l'instant, un prêt qui est d'une très très grande réussite pour Mikotadze, qui impressionne beaucoup d'observateurs, notamment en Belgique, certains aussi observateurs venant de clubs un peu plus importants qui sont un peu à la recherche de jeunes joueurs, tu sais. Mikotadze, on rappelle, il a 20 ans, et donc il est, je crois, sous contrat jusqu'en 2023 avec le FCMS. Donc effectivement, Mikotadze devrait normalement, on imagine, retourner au FCMS la saison prochaine. Alors après, est-ce qu'il sera reprêté ou pas? Ça dépendra des. Je sais pas. C'est une question qui est pas pour moi impossible à répondre au jour d'aujourd'hui. Parce que attends, il y a une chose importante, c'est que c'est un peu lié, mais vous savez, Seraing est à l'heure actuelle en pleine bataille pour l'accession à la première division. Imaginons que Seraing monte en première division. Est-ce que dans le développement d'un Mikotadze, sachant qu'on rappelle que la concurrence sur les postes, notamment d'ailier, bon, lui peut jouer avant-centre, mais vous savez qu'à Metz, jouer avec un avant-centre d'1m76, c'est un petit peu compliqué. Hein, je vais pas vous le cacher, dans la philosophie de jeu, c'est pas vraiment le profil recherché. Mais c'est vrai que si tu le voyais sur un côté, c'est quand même énormément bouché au niveau des joueurs de côté. En plus, dans le schéma à l'heure actuelle, où il n'y a qu'un seul ailier, je vous laisse même pas imaginer le bazar que ça serait. Mikotadze pourrait très bien être reprêté à Seraing si jamais Seraing monte en première division. Et là, par contre, il accumulerait une expérience de dingue en fait. Et en plus, dans la continuité du développement de Seraing, quand on y réfléchit. C'est vrai que son horizon à Metz est un peu bouché parce qu'on peut partir du principe que, à part peut-être Farid Boulaya, il n'a pas un poste qui est sur les côtés. Je ne vois pas Metz foncièrement perdre un ailier qu'on a aujourd'hui dans l'effectif. Donc se faire une place, ça sera difficile pour lui. Donc autant lui donner encore de l'expérience. En plus, s'il monte en D1 belge, il connaîtra le club. Il jouera une division qui est, c'est pas l'équivalent de la Ligue 1 française, mais c'est un
C'est un championnat de niveau très correct, hein. Pour moi, c'est un peu c'est une bonne Ligue 2, quoi, tu vois. Peut-être même mieux que la Ligue 2 Ouais. française quand même. Ouais. Ça lui fera du bien plutôt que d'essayer de. Parce qu'il aura peut-être envie d'essayer de faire son trou chez nous. Qui ronge son frein encore peut-être un an, qui se continue à se développer. Et d'ici maintenant un an et demi, je pense qu'il y aura moyen qu'il ait sa chance. Bah après, comme on l'a dit, il est libre en 2023, été 2023. On va dire que s'il est prêt encore un an derrière, il lui reste un an de contrat. Et la Metz pourrait décider si vraiment il a eu un gros développement. Bah écoute, on te prolonge là, ou ça se trouve une prolongation pourrait même arriver carrément dès cet été hein, pour Miko Tadze, pour le sécuriser, tu vois. C'est grandement faisable. Mais non, mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un horizon de temps de jeu à Metz la saison prochaine si il n'y a pas d'ici là des départs, notamment sur les postes d'attaquants. Parce que bon, vous savez que certains joueurs, comme par exemple Thierry Ambrose, sont dans la discussion peut-être de partir cet été. Et peut-être que ça va libérer notamment des postes de côté. Hein. On ne sait pas d'ailleurs si Leia Iseka sera oui ou non messin, parce qu'il y aurait une option d'achat sur la tête de Leia Iseka pour la fin de saison. Peut-être que si cette option de 1 ou 1,5 million d'euros est levée par Metz, peut-être que ça va renforcer l'idée de renforcer les côtés si jamais Thierry Ambrose, par exemple, quitte le club, tu vois, ce genre de choses. Voire même, je sais pas, si un Enget, par exemple, partirait, transféré, enfin, on ne sait jamais. Donc moi je me dis, c'est pas très clair, et tu as raison de le dire, c'est pas très clair à l'instant T de savoir ce qui va se passer pour Miko Tadze dès cet été 2021. Autre question de monsieur Forza Grenat. Forza Grenat, salut. Qui pose la question depuis Twitter. Alors, Papé Matarsar, est-ce que c'est déjà une alternative crédible à Angban ? Ça tombe bien que tu aies posé cette question-là, Forza Grenat. Alors, cette question-là qui a été posée à ma connaissance il y a de cela quelques jours, c'est quand même marrant que tu poses cette question-là à ce moment-là. Hein, enfin, il y a 2-3 jours. Parce que c'est vrai qu'on sort d'un match Grenat Forever absolument incroyable entre Brest et Metz, et où il y a quand même un milieu de terrain parmi le duo du milieu qui s'est plus montré que l'autre, à savoir Papé Matarsar. Tandis que Monsieur Angban, on va dire qu'il a été un peu inutile dans la perspective de chercher la victoire, voire même de chercher l'égalisation en deuxième mi-temps, au point où Frédéric Antonetti l'a sorti du terrain à la 55e minute de jeu, et on a vu la rentrée justement de Chipembe pour remplacer Angban, et bizarrement le FC Metz s'est mis à mieux jouer, notamment avec l'impulsion cette fois-ci des milieux de terrain qui ont apporté beaucoup plus que lors des 60 premières minutes de jeu. La question elle se pose aussi parce que dans le monde dans lequel on est, Maïga qui n'est pas blessé mais qui a eu un petit souci de Covid-19 devrait retrouver sa place de titulaire, et donc forcément si Maïga revient, entre Sarr et Angban, d'autant qu'il y en a un qui est absolument qui est stratosphérique depuis 2-3 matchs, à savoir Sarr, et l'autre qui par contre est un peu plus en grande difficulté, ça peut sauter entre Sarr et Angban. Est-ce que c'est une alternative crédible à Monsieur Angban Grenat Forever Papé Matarsar? À l'instant T, avec les blessures, c'est même, pour moi, ce n'est peut-être même plus une alternative. Je pense que ça peut même, et ça on le verra lors du prochain match, je pense que le match de dimanche a peut-être déjà inversé les rôles. Tu fais référence à ce qu'a dit Antonetti en conférence de presse, c'est ça? D'avant-match de Montpellier, ouais. Pour moi, je pense que depuis le match contre Brest, je pense que maintenant Papé Matarsar est clairement devant Angban dans la hiérarchie. Alors c'est pas le même profil de joueur, par contre il faut préciser, Grenat Forever, on est quand même sur c'est un milieu, voilà, ça sera un milieu qui va t'apporter un peu de la création, comme il a très bien dit Frédéric Antonetti. Il est technique, mais bon, si à côté de lui t'as un mec comme Habib Maïga qui du coup s'épanouira dans ce rôle de faire les efforts défensifs comme il aime bien, l'homme aux 3 poumons, voir aller vers l'avant quand il peut le faire. Moi j'ai envie de te dire, ça me va, hein. Je le prends tous les jours, hein. Donc c'est une alternative plus que crédible pour moi. C'est-à-dire que la question, elle est presque, elle est pas vraiment, je sais pas si elle est mal posée, mais en fait c'est plus de dire aujourd'hui, est-ce que Sarr prend tellement de place que avec le retour de Maïga, Angban saute. Tu vois ce que je veux dire, parce qu'en fait c'est plutôt Maïga qui remplacerait Angban dans le rôle sur le terrain, tu vois,
plutôt que Sarr qui ferait le rôle d'Angban. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. Je sais pas si on peut le voir comme ça. Après, Non, je mais sais pour pas. Ouais. moi, non, clairement, on partirait sur un Maïga Sarr, mais je serais même pas étonné que si vraiment il a envie de refaire sortir un Sarr du banc, mettre un Fofana Maïga au milieu plutôt que Angban, et sacrifier Angban, ça, je pense que c'est aussi possible. Bon, après, c'est une solution extrême, sachant que Fofana a les mêmes problèmes qu'Angban, c'est-à-dire qu'il ne sait pas encore jouer vers l'avant. D'ailleurs, c'est une chose qu'il a reconnue en interview, hein, qu'il a des difficultés à jouer vers l'avant. Fofana l'a dit lui-même. Après, l'histoire fait que au moment où on sortira cette boîte à questions, ça se trouve, pour le match de Montpellier, qui aura donc lieu la veille de là où vous aurez l'occasion de visionner la boîte à questions, ça se trouve, on aura un milieu de terrain Maïga Sarr, tu vois. Je ne sais pas. Mais on parle plus Seul l'avenir nous le dira. voilà, on parle plus pour les matchs qui vont suivre, mais en tout cas, c'est vrai que Angban est dans une grande vulnérabilité vis-à-vis de la montée effectivement de Pape Matar Sarr. Question suivante, et là je vais associer deux questions en une. Question qui était posée par Misultin57 sur YouTube, et j'associe donc la question de Thomas Maillard de YouTube parce que les deux questions se rassemblent. En gros, Misultin57 demandait: est-ce que vous voyez des joueurs importants comme Boulaya, 111 ou encore Oukidja partir, je présume, dès cet été? Et Thomas Maillard disait: est-ce que des éléments importants pourraient nous quitter cet été? Donc je pense que les deux questions peuvent aller ensemble. Est-ce que toi, effectivement, Gona Forever, c'est vrai qu'il y a eu ce mercato d'hiver où on a vu quand même certains joueurs de Metz qui ont été attaqués, hein? Alors attaquer, on parle des attaques vis-à-vis de 111, hein, attaquer pour essayer de recruter 111. On a parlé aussi des intérêts. Encore une fois, c'est que des rumeurs, mais au vu de ses performances, évidemment qu'il ne peut pas laisser insensibles les clubs, notamment français, quand on voit la performance d'un Boulaya. Et Oukidja, c'est un petit peu plus compliqué parce que, comme vous le savez, il a un certain âge et puis en plus, il a quand même surtout un contrat qui le protège un petit peu plus que, par exemple, monsieur, que monsieur, par exemple, Boulaya. Donc forcément que voilà, mais il n'y a pas que lui aujourd'hui, il y a certains éléments importants de l'effectif, que ces trois noms cités, qui aujourd'hui peuvent être attaqués dès le mercato d'été 2021. Est-ce que toi tu te dis, Grona Forever, que avec notamment les problèmes financiers annoncés sur les droits TV, avec le Covid-19, est-ce que Metz va perdre des joueurs importants, ou est-ce que selon toi, j'irai même plus loin, Metz est-il condamné à perdre des joueurs importants cet été 2021? Moi, je pense que Metz va perdre au moins un joueur important. Ça, c'est quasiment sûr à cause de, malheureusement, de cette histoire de droit télé, de ce qu'on nous a dit au dernier mercato, comme quoi il y avait peut-être un petit trou de pas beaucoup, mais à combler. Donc, tout ça mis bout à bout fait que je pense que pour être, entre guillemets, assez revenir dans une situation normale, je pense qu'on sera dans l'obligation de vendre au moins un cadre. Donc, je pense pas qu'il y aura le départ de plusieurs cadres. Ça, c'est clairement une certitude parce qu'il faut être assez cohérent au niveau sportif. Mais le départ d'un cadre majeur, alors vous dire lequel, j'en sais rien. Au jour d'aujourd'hui, je serais tenté de vous dire que ça jouerait entre Fabien Santonze et un Farid Boulaya, qui sont peut-être nos deux joueurs avec le plus de valeur marchande à l'instant T. Ouais. Mais donc voilà, je pense qu'un des deux ne sera plus Messin en juillet. Ça se trouve, je peux me tromper, hein, ça sera quelqu'un d'autre qui partira. Mais au jour d'aujourd'hui, je serais tenté de dire un cadre sûr et certain. Et je pense que ce sera même le président qui fera un peu comme Diallo, de dire l'année prochaine, on doit vendre quelqu'un. Donc je pense qu'on sera au courant en fait, encore une fois. Après, Bernard Ferrat sera transparent sur ce sujet encore une fois. C'est sûr, et il y a deux choses à prendre en compte. Premièrement, c'est vrai que on a très peu de perspectives d'analyse par rapport à ce qui va se passer à l'été 2021. Quand on voit que le mercato d'hiver 2021 a été quand même assez insipide au niveau des achats, notamment venant de l'Angleterre, qui, je rappelle, est quand même une grosse source d'achat de joueurs, notamment de joueurs évoluant en France. On ne sait pas comment 2021 va se passer. Et aussi, vous savez, les nouvelles restrictions avec le Brexit qui font que faire venir des joueurs en Angleterre, c'est beaucoup plus compliqué qu'auparavant. Et que est-ce que le marché domestique, le marché français va peut-être être là où ils vont un peu
voilà, chercher chez nous des éléments, hein, c'est grandement possible. Il y a aussi une autre perspective, n'oubliez pas, c'est que pour l'instant, janvier 2022, préparez-vous, Cannes 2022 qui est programmé et que Metz va perdre énormément potentiellement de cadres. Et donc, c'est pas sûr que Metz laisse. Tu vois, peut-être que Metz a verrouillé quand même certains cadres parce que ça risque de faire un très gros ménage entre l'équipe potentiellement titulaire et l'équipe que tu vas avoir durant ces périodes-là. Il y a aussi cette réflexion à avoir dessus, tu vois. Mais c'est vrai que tu as raison, aujourd'hui tu peux pas empêcher un club de venir devant Bernard Serin. En plus, si Bernard Serin veut vendre effectivement pour des questions financières que nous ne maîtrisons pas, je veux dire, nous n'avons pas les yeux dans les comptes du club hein, pour voir ce qui se passe. C'est vrai que tu te dis que peut-être qu'aujourd'hui la décision elle est prise pour cet été de vendre le joueur le plus bankable de l'effectif. Je pense qu'aujourd'hui le plus bankable de l'effectif ça reste effectivement Boulaya, peut-être même plus que 111 et que voilà forcément Boulaya tu sais qu'il va être attaqué cet été et tu te prépares à ça. Donc je dirais que effectivement il y aura comme tu dis des départs. Combien et lesquels, ça évidemment, grand mystère. Mais il y a quand même quelques pistes, effectivement. Mais je pense qu'il faut pas être non plus trop inquiet. Hein. C'est plus le FC. On a quand même appris de nos erreurs. La situation fait que. Mais il y aura certainement des départs, peut-être de joueurs que je considérerais middle au jour d'aujourd'hui. Mais dans les cadres, il faut pas non plus faut que les gens restent quand même assez sereins, sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots. Si on veut parler de 11 type, pour moi, il y en a, je vois un seul cadre partir. Ouais. Évidemment, un prix qui se rapprocherait d'un peu que Diallo est parti, mais bon. S'il y a des acheteurs, c'est la grande question, évidemment, très compliquée à répondre, bien sûr, pour nous qui sommes supporters du FC Metz. Question suivante, la question numéro 8 de Thomas Grenat. Sur Twitter qui nous dit: que pensez-vous de Wagner? Alors tu veux certainement parler de l'évolution à l'heure actuelle de Wagner. C'est vrai que nous sortons d'un match Brest contre Metz avec Wagner qui justement a réussi à se montrer décisive, hein, une passe décisive et en plus il a marqué un penalty qui, je rappelle, est un exercice qui est très compliqué au FC Metz cette saison. Peu de joueurs ont réussi des penalties cette saison côté FC Metz, hein. Donc c'est vrai que Wagner est tout doucement en train, je dirais, pas de voir le bout du tunnel, mais en tout cas de reprendre ses marques. Pour reprendre les propos de Frédéric Antonetti en conférence de presse, lui-même dit: techniquement, on est en train de retrouver le joueur qu'il était à Nancy. Par contre, physiquement, notamment au niveau musculaire, on n'a pas encore retrouvé exactement ce qu'était Wagner Diaz quand il était à Nancy. Et voilà, il le dit ouvertement, Antonetti: j'ai pas encore le Wagner Diaz de Nancy. Voilà. Donc, ça reprend les propos que l'on dit depuis de nombreux débriefs, où l'on dit qu'effectivement, il faut arrêter d'avoir des attentes vis-à-vis de Wagner Diaz cette saison. S'il joue bien, c'est très très bien. S'il est décisif, c'est très très bien. S'il se manque, bah oui, c'est triste, effectivement, mais on considère qu'il prépare avant tout la saison prochaine. S'il est un peu en avance sur le calendrier, c'est très bien, mais moi, j'ai plus envie de mettre de pression sur lui parce que effectivement, on rappelle, mais pendant près de 1 an, le monsieur n'a pas joué au football. Donc voilà. Ce qui se passe, c'est pour l'instant tout doucement la bonne direction, tout doucement, mais ça va prendre du temps et je pense qu'il ne faut pas avoir de pression à lui mettre sur les épaules. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Grenat Forever? Totalement, je trouve qu'il faut être patient. Hein. Il a vécu une blessure et un moment assez compliqué. Je pense qu'il ne faut pas attendre de lui mont et merveille cette saison. Il faut lui laisser le temps de revenir à son rythme. On voit qu'il progresse déjà de semaine en semaine. Sa force et voilà, sa vivacité, sa faculté de percussion, ça reviendra avec le temps. Pour l'instant, on voit clairement qu'il en manque là-dessus. S'il arrive à être bon, au moins à retrouver déjà techniquement et à pouvoir refaire un peu les efforts comme il sait faire, ce sera déjà pas mal, mais laissons-lui le temps de s'épanouir à son rythme. Et par contre, l'année prochaine, c'est là qu'on l'attendra, je vais dire, au tournant, quoi. Ah, et là, on sortira le bâton si je joue pas bien, voilà. on tapera sur, sur Wagner, effectivement. Cette année, entre guillemets, tout ce qui va nous apporter de positif, j'ai limite envie de te dire que c'est du bonus. Exactement. Pour lui. Tout à fait d'accord avec toi.
qui s'est passé dimanche, c'est du bonus pour nous. Et puis si voilà, ça lui arrive de passer au travers, et tant pis, il faudra savoir se montrer indulgent. C'est clair. Entièrement d'accord avec toi là-dessus. Question numéro 9 de monsieur, encore une fois Thomas Maillard, qui nous pose une question par rapport à Nian. Il nous parle du retour de Nian. Il nous dit, est-ce que ça aura un impact sur la tactique et sur même les autres joueurs? Alors, c'est vrai que Nian, effectivement, qui n'a pas pu faire de nombreux matchs avec le FC Metz au final, hein, parce que blessure qui est tombée début octobre et qui effectivement le met carrément hors des terrains, probablement jusqu'à la fin de la saison, même si on part d'un retour éventuel vers le mois d'avril. Bon, je pense que Metz va Aucun pas. risque ne sera pris, je pense. Tu disais? Je disais qu'aucun risque ne sera pris Oui. vu la situation à l'instant T au classement. Aucun risque effectivement ne sera pris, je pense également. Alors après, tactiquement, aujourd'hui pour moi, quand il va revenir dans l'effectif, ça va pas changer fondamentalement la chose. Aujourd'hui, Metz joue avec un attaquant de pointe, d'accord. L'avantage est que Nian étant physiquement beaucoup plus, on va dire, costaud et peut résister plus facilement, notamment avec son jeu dos au but. On va pouvoir jouer plus facilement directement sur lui. Et lui, d'ailleurs, va pouvoir remettre plus facilement sur le faux ailier ou alors remettre sur le numéro 10 qui sera près de lui. Donc, tactiquement parlant, que ce soit le 4-3-3 hybride que l'on a connu, ou que ce soit le 5-3-2 asymétrique ou 3-4-3 hybride que l'on... Bref, la tactique que l'on a actuellement, quoi, tout simplement, ça va pas fondamentalement changer la façon dont Metz va jouer. En revanche, il y a la question des autres joueurs. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, Metz compte comme véritable, je dis bien véritable, avant-centre, Léa Iseka. Et si on veut tirer, normalement, on devrait dire Thierry Ambrose, même si, bon, je sais que certains ont un avis très tranché sur lui, mais le fait est que c'est un avant-centre, hein, que vous vouliez ou non, avec un style différent par rapport à Léa Iseka et surtout par rapport à Ibrahim Magnan. Donc, normalement, à moins que Léa Iseka soit signé à la fin de la saison avec une option d'achat levée, ça devrait être tranquille entre guillemets pour Nian. Après, la question c'est est-ce que Léa Iseka va donner une satisfaction telle qu'à la fin de la saison, Metz va vouloir le signer, lui proposer peut-être un statut de numéro 2, ou alors est-ce que tu fais venir quelqu'un d'autre pour un peu renforcer ce poste d'avant-centre, ou alors est-ce que tu rapatries quelqu'un qui est prêté? On a parlé précédemment de Miko Tazé, même si Miko Tazé on le voit beaucoup plus sur un côté, et que c'est pas du tout le même style encore une fois. Moi, Grenat Forever, je te dirais que son retour va pas forcément changer, tu sais, la donne fixée en début de saison. Et surtout, la vision tactique que Metz a par rapport à l'attaque, je parle. Hein. Pas par rapport à derrière, mais notamment par rapport à l'attaque. Oh, mais sur ça, je suis d'accord avec toi. Pour moi, dès qu'il reviendra de blessure, il part titulaire, mais il n'y a même pas de débat là-dessus. Pour moi, Iseka, après c'est un autre débat, la question n'est pas là, mais pour moi, il ne sera plus messin en juin. Je pense pas qu'il sera prolongé. Je pars du principe. Lever l'option, on parle d'une option d'achat. Voilà. Je pars du principe que un Ibrahimanian, déjà, Antonetti ne fera pas forcément peut-être autant de changements. Peut-être là, il aime bien changer son numéro 9 en cours de match parce que ils sont pas physiquement aptes à faire 90 minutes. Un mec comme Niani, je pense qu'il peut jouer largement une bonne 75e de minutes. Si on part du principe que on a envie peut-être de développer Yad un poste d'attaquant ou qu'Ambrose est encore là parce que Ambrose, comparé à René Iseka, lui, il est sous contrat. Après, il y aura beaucoup trop de choix et de joueurs. On ne pourra pas mettre tout le monde sur le banc. Donc, pour moi, t'as Nian, tu auras peut-être encore Ambrose. T'as Yad, t'as Wagner, t'as peut-être le retour de Miko Tadze. Ça va être... Et juste une chose, mais t'as quand même une incertitude aussi sur le niveau qu'aura Nian à partir de son retour avec la préparation d'avant-saison pour la saison d'après, la saison 2021-2022. On ne sait pas quel sera son niveau. Est-ce qu'il va retrouver ses facultés? On a bien vu que pour un Wagner, après un an à peu près d'absence, c'est très compliqué de retrouver durant les 2 premiers mois, voire 3 premiers mois, son niveau à partir du moment où tu as repris les entraînements collectifs, tu vois. Donc, je dirais, il y a quand même aussi de l'incertitude sur est-ce que le niveau de Nian sera suffisamment bon pour qu'il puisse être titulaire dès débuts de saison.
Ça, c'est encore aussi une question qui se pose. On n'est pas devin et ça peut très bien se passer comme ne pas très bien se passer pour lui. Mais Oui. je pense pas que la tactique va en pâtir. Je pense que la tactique, peu importe ce qui se passe, va pas foncièrement bouger par rapport surtout à la vision qui est installée par Frédéric Antonetti depuis qu'il est arrivé à Metz. Sur l'attaque en tout cas. Tu vois. Après, ne sait-on jamais, il y aura peut-être des surprises. Ça, on n'est évidemment pas devin sur cette question-là. Dernière question justement, Grenade Forever, de Drafillard de Twitter, qui nous demande, et c'est un peu la dernière question pour terminer en beauté sur une belle note absolument magique, Fabien 111, sélectionné en équipe de France, point d'interrogation. Ah bah ça, tu vois, Drafillard, c'est... Alors, il y a 2 questions que tu pourrais inclure dans celle que tu as posée. Première question, c'est effectivement, est-ce qu'il peut être sélectionné en équipe de France ? Première question. Et deuxième question, c'est sera-t-il sélectionné en équipe de France en étant joueur du FC Metz ? Et je dirais même, est-ce que le fait qu'il soit joueur du FC Metz aura une influence sur une sélection ou non en équipe de France ? Est-ce que toi tu penses, Grenade Forever, qu'il y a une chance dans ce beau monde que Fabien Santon soit sélectionné en équipe de France en étant joueur du FC Metz ? Ou tu penses qu'au contraire c'est un peu compliqué ? Et je suis pas entraîneur, mais je pense que c'est très compliqué, même quasiment impossible en fait, que tant qu'il sera au FCMS, il soit sélectionné, même si ses performances sportives font qu'aujourd'hui il est on peut le dire, il y en a peut-être me citer Dubois, mais c'est je pense le meilleur latéral droit de Ligue 1 cette saison. Ou alors certains ont parlé aussi, en parlant de latéral droit, excuse-moi de te couper, Grand Forever, mais certains ont parlé aussi de Pavard qui jouait à Stuttgart quand il était convoqué. C'est clair, mais il jouait dans un championnat avec un peu plus de visibilité déjà que la Ligue 1. Dans une équipe, oui, qui était en D2 au moment-là. Donc, en plus, oui. C'était pas encore en Bundesliga. Mais ça va être compliqué, même si voilà, ses performances sportives parlent pour lui. Meilleur latéral de Ligue 1, selon beaucoup d'observateurs et pas que selon les supporters messins. Mais voilà, on connaît Didier Deschamps, il a déjà du mal à sélectionner des joueurs qui sont performants dans des gros clubs européens, donc c'est pas pour aller sélectionner peut-être le meilleur latéral droit de Ligue 1 qui joue au FC Metz, qui est une équipe qui joue le maintien en Ligue 1. Et qui en plus n'a pas fait de match par exemple de Coupe d'Europe, que ce soit Ligue des Champions ou Europa League. Et aujourd'hui, quand tu es Didier Deschamps, tu ne sais pas ce que vaut 111 face aux meilleures écuries européennes ou alors parmi une liste élargie d'écuries européennes. Aujourd'hui, tu as un peu d'incertitude quand tu es Deschamps, quoi. C'est pour ça, il faut rester les pieds sur terre. Alors nous, ce qu'on lui souhaite, c'est d'aller en équipe de France. Donc, malheureusement, on est tiraillé. On aurait envie qu'il reste encore, qu'il fasse toute sa carrière ou qu'il reste au moins 1 ou 2 ans de plus à Metz. Pour moi, j'ai envie de dire, s'il veut prétendre à l'équipe de France, parce qu'il en a clairement parlé, Antonetti lui a dit qu'il avait le niveau équipe de France, pour moi, il doit partir dès le mercato, là, s'il en a l'opportunité, s'il met ça des offres sur la table qui sont correctes. Et il le mériterait, j'en voudrais même pas ni au club, ni à lui, parce que voilà. Ouais, juste pour rappeler qu'il est sous contrat à Metz jusqu'en 2024, donc il est loin d'être exposé au niveau contractuel au point de se faire attaquer. Donc forcément que si un club aujourd'hui veut s'attacher les services de 111, il va falloir sortir le porte-monnaie. C'est peut-être pas le bon contexte pour en venir à la question de Thomas Maillard et de Misultin57 sur le sujet du mercato d'été. C'est vrai que le mercato d'été 2021 n'est pas vraiment un bon mercato si tu veux faire des gros achats. Maintenant, si tu juges que le gars qui a, je rappelle, 25 ans, a une perspective de performance assez importante, tu mettras la somme pour le recruter. Et on a vu que des clubs, par exemple en Allemagne, sont capables sur des jeunes joueurs de taper des 10-15 millions d'euros quand ils sentent que le gars va avoir effectivement une performance assez importante dans les 2-3 ans qui vont suivre, tu vois. Donc, c'est pas simple pour qu'ils partent, mais il y a des clubs qui peuvent se positionner et effectivement, 111 va peut-être aussi avoir envie, s'il sent effectivement que c'est un frein Metz dans son accessibilité, tu sais, à l'équipe de France et qu'il sent qu'il a une opportunité, vu qu'aujourd'hui il y a un peu de flou, notamment sur on va dire les situations de 2 ou 3e latéral droit en équipe de France. S'il sent que ce flou-là peut être exploité par un départ dans un autre club pour
pour comment dire, pour justifier davantage le fait de s'intéresser à lui et de le prendre, tu vois, et pour le légitimer presque, j'ai envie de dire, je pense qu'il fera ce choix-là, et tu as raison. On lui en voudra pas parce qu'il a quand même déjà beaucoup apporté à Metz en quand même un peu plus d'un an et demi en tant que joueur du FC Metz, quoi. Donc, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est la suite au prochain épisode, au prochain mercato pour bien sûr Monsieur Fabien Santonze. Clairement. Mais il le mérite, hein. Il faut pas être. C'est pas parce on n'est pas chauvin pour le dire ça. Mais depuis quand qu'on peut dire qu'un de nos joueurs est légitime à prétendre à une place en équipe de France? J'ai jamais connu ça depuis que je suis né, tout simplement. C'est clair. Grenat Forever, nous avons fini notre série de 10 questions venant de vous, nos auditeurs. Donc encore une fois, merci pour toutes vos questions. N'hésitez pas bien sûr à nous dire en commentaire si les questions vous ont intéressé, si les réponses que l'on vous a données vous ont satisfaites. Et aussi déjà, vous pouvez nous dire un peu vos questions pour la boîte à questions numéro 3 qui sortira probablement la semaine prochaine. Donc c'est la semaine prochaine, ça sera la semaine du lundi 8 février. Donc ça sortirait le 11 février. Vous avez à peu près jusqu'à... Allez, si je suis sympa, jusqu'au 9 février pour nous donner vos questions. On fera un post sur les différents réseaux sociaux pour nous dire justement, voilà, on recueille vos questions. Là maintenant, je crois qu'il n'y a plus de file d'attente pour les questions. Donc n'hésitez pas bien sûr à lâcher vos questions et, dans les commentaires et pour qu'on puisse un peu en débattre avec Grenat Forever comme on vient de le faire avec vous pendant cette vidéo. Grenat Forever, merci beaucoup d'avoir répondu en m'accompagnant à ces questions. Merci à toi, comme d'habitude. Hein. Et les autres, ceux qui nous écoutent, vous, les auditeurs, on vous souhaite une bonne journée, bien sûr. On se retrouvera pour... la prochaine vidéo sera certainement ça sera quoi d'ailleurs? Ça sera un débrief. Le débrief du match entre Montpellier et le FC Metz. Donc on se retrouvera à cette occasion-là. D'ici là, portez-vous bien et allez le FC Metz.